On s'excuse pour les problèmes techniques. J'avais préparé une longue introduction, mais je pense que je vais me garder une petite gêne. Laisser plus de temps aux artistes qui sont là. Je voulais d'abord peut-être introduire le thème de la journée. Là. Évidemment, ce matin, il y a eu d'autres panélistes, d'autres présentations. J'aimerais souligner l'extraordinaire créativité du mouvement étudiant, c'est sûr. Et je retiendrai trois mots-clés peut-être. Énergie, vitalité, diversité. Vous vous souvenez peut-être l'année passée, chaque jour qui passait, c'était l'occasion de prendre d'assaut l'espace public de toutes sortes de façons extrêmement riches et créatives, justement. Il y avait eu les manifs, bien sûr, les manifs de nuit. Il y en a quand même eu 100 consécutives, là, c'est pas rien. Quand on en parle à des gens de l'extérieur, ils n'en viennent pas. Il y avait, bon, évidemment, les sit-ins, les blocages stratégiques, les grosses manifs du 22, les Michel et compagnie. Mais un paquet de manifs, je dirais, variés, comme, enfin, je vais vous donner quelques exemples. Bon, la Grande Mascarade qui avait eu lieu en mars, la manifestation générale illimitée, les manifs de droite, dont la deuxième qui demandait ni plus ni moins que la loi des mesures de guerre. Il y a eu un gala de perturbation économique, les manifestations, bien sûr, manif de chaises, tour de l'île à vélo, des zombies contre la hausse, marche silencieuse, manif à reculons, manif de chaises, manif de bonhomme, enfin, il y en a, on pourrait en nommer comme ça. Beaucoup de propositions plurielles aussi, on a entendu parler du Pink Bloc tantôt, de la ligne rouge, Frencheton, Lip Dub, Tricot Graffiti, bien sûr, avec Mayapar, entre autres. L'école de Montagne Rouge, Fermaille, des batailles d'oreillers, des carrés rouges humains, des crayons contre la hausse, des die-in, la gang d'Archiconte aussi qui a fait un paquet de trucs, je trouve fond la hausse. Enfin, la liste est longue. Je voudrais aussi parler des événements symboliques qui ont eu lieu, entre autres l'inauguration des lots voyageurs, d'autodafé, du code de déontologie policière, le quiz PKP, plus capable de penser. La vente du condo du recteur de l'Université Concordia, les funérailles d'enseignement supérieur, Marions-nous contre la hausse, Tatou au thon, autodafé de, bon, les actions d'obéissance civile des profs aussi. Donc la grève avait beau être étudiante, on a dit que la lutte était sociale, mais je dirais qu'elle l'est encore d'une certaine façon, et on a vu beaucoup de groupes citoyens se constituer pendant cette période-là. Un paquet de groupes dont certains sont encore actifs, là, je pense au prof contre la hausse, infirmiers et infirmières, parents contre la hausse, tête blanche, carré rouge. Il y en a, bon, les artistes, les féministes, les écrivains contre la hausse. Et aussi, on a parlé de l'importance des médias alternatifs et citoyens pendant cette grève-là. On a cité hier, justement, CUTV, l'université, la télévision de l'Université Concordia, qui était vraiment sur la ligne de front, hein, qui était là toujours, qui était là présent continuellement, et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Il y avait d'autres aussi, beaucoup d'autres gens, qui n'étaient pas nécessairement des étudiants, qui étaient sur place. Je pense à Madoc, entre autres, quelqu'un qui a photographié énormément, beaucoup de manifestations, toujours là. Je pense aussi au collectif 99% Médias, qui est issu de OM 99 Médias, donc Occupons Montréal, et de 99% Québec, fusionnés ensemble. Et ces gens-là, bon, aussi ont été là tout le temps, pour photographier, pour filmer en direct, pour faire aussi beaucoup de documentation vidéo. Et le 99 Médias, ben, Madoc, entre autres, si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour sur son site. Les photographies sont extraordinaires, les textes les accompagnent aussi. MADOC. Pour 99 Médias, peut-être que vous avez vu passer certaines des vidéos comme Un grand tonnerre, ben, le film des livres qui est sorti il y a quelques temps, au mois de février. Printemps érable, manifeste vidéo, etc. Alors ici, aujourd'hui, on a trois regards, parce que le titre de la rencontre ou de la présentation, c'est triple regard, triple sensibilité. Deux représentants de 99% Médias, et Madoc en personne, Mario Jean. J'ai le grand plaisir de vous présenter. Je reviens avec les trois mots que j'avais mentionnés au début, énergie, vitalité et diversité. Vous allez voir que là, on va vous présenter trois courts vidéo, trois documentaires, qui ont tous les trois une esthétique très particulière et qui est complémentaire, je dirais, d'une certaine façon. Alors, comment on va fonctionner? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être faire une petite présentation rapide de chacun de vos films. On va les présenter en rafale, parce qu'il faut tasser les micros, tout ça, ça va être moins compliqué. Et après, ben, il y aura discussion et questions. Voilà, que je vais aller. Donc, peut-être commencer avec Michael Fortin. Son film Fin de régime.
En guise d'introduction, je ne vais pas trop m'étendre trop longtemps, juste vous dire que c'est un film qui a été fait dans l'urgence. C'est un truc que j'ai écrit très rapidement. Je suis un amateur de Jack Kerouac, alors j'aime son côté écriture automatique. Puis dans ce film-là, c'est comme ça a quelque chose à un lien aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment de travailler avec les images, puis pouf, de jeter, là, même pas regarder en arrière ce qu'on a fait, c'est vraiment de jeter sur la timeline qu'on dit là, du monteur, de l'échelle de montage, des idées, des images, et puis pour donner une entrée avec une mise en garde, dans le fond. C'est un vidéo très chargé et très dense. Donc, si c'est votre première écoute, je vous demanderais de juste regarder la vidéo et d'ignorer le texte qui défile au bas de l'écran. Parce que, bon, bref, 7 jours de grève, c'est une vidéo qui documente les plus de 143 manifestations et coups d'éclat qui ont eu lieu pendant la semaine de perturbation économique du 26 mars au 1er avril. L'idée, c'était de, en 15 minutes, documenter ces 143 manifs-là. C'était toute une tâche. Donc, c'est très dense, donc essayez de capter le plus que vous pouvez pour cette première écoute. Et ensuite, je vous invite à aller le réécouter sur YouTube et de voir tout ce qui vous a échappé dans la première écoute. Voilà. Et j'expliquerai ensuite pourquoi c'était de la torture, quelque chose que je ne vais plus jamais faire dans ma vie. Voilà. Parler aux gens qui a documenté avec sa caméra, donc, mais aussi qui a tiré un film extraordinaire qui s'appelle Le Printemps québécois quand le peuple s'éveille, qui va être aussi présenté, on arrive. Bonjour. Pour faire bref, je dirais que c'est un projet qui est né un peu, qui n'était pas prémédité en fait, parce que les manifestations, je les suivais surtout avant pour prendre des photos. Puis, j'ai la chance d'avoir un appareil qui me permettait aussi de saisir des petites séquences vidéo ici et là. Donc au fil des manifestations et des mois, je me suis ramassé avec des archives vidéo aussi qui commencent à être assez imposantes. Donc ce projet-là est né d'une très brève réflexion à savoir ce que je pourrais faire avec ces images-là. Puis la forme que ça a pris est née de la chanson qu'on a décidé de reprendre pour accompagner les images. Puis c'est ça. Donc il n'y a pas de grande réflexion qui a permis d'arriver à ce film-là. Ça a plutôt été de présenter un portrait de ces mois-là de façon condensée, en étant le plus fidèle possible à ce que moi personnellement ça m'avait inspiré. Donc voilà. Oui. Pendant près de 2 ans, j'ai travaillé dans le cadre de mes études à la maîtrise sur la mémoire collective du génocide cambodgien. J'ai rencontré des dizaines de personnes, chacun me racontant son drame personnel. Tous les témoignages convergeaient vers un même horizon, celui d'une impunité politique où les dirigeants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, qu'ils soient socialistes, royalistes, pro-américains ou génocidaires, n'avaient de compte à rendre. Encore aujourd'hui, on y bafoue les droits les plus fondamentaux.
Je croyais à tort que ce n'était là qu'une réalité qui concernait que les pays corrompus après des années de guerre. Mercredi le 7 mars dernier, j'ai participé à la captation d'une causerie à l'Université du Québec à Montréal. 2 heures d'intelligence et d'argument. 2 heures d'humanisme et d'universalisme. À la sortie de la conférence, la caméra en main, je tombe sur une marche d'étudiants. Ils répondaient à la violence de l'après-midi. J'ai allumé ma caméra. Le tout se déroulait dans le calme. Une fois sur Saint-Denis, des squads anti-émeutes les avaient piégés, prenant la troupe en souricière. Ceux qui avaient pu échapper au piège tendu sur la rue Saint-Denis tenaient une vigile au parc Émilie-Gamelin, en appui symbolique aux jeunes blessés l'après-midi à l'œil. Ils ne furent pas plus à l'abri de la bêtise. La mémoire assemble les choses qui se ressemblent. De l'impunité s'est installée confortablement au sein de l'élite au pouvoir du Québec, où les amis du parti pichent allègrement dans la caisse. Ce qui est le plus troublant, c'est le silence de la presque totalité de l'élite médiatique québécoise, les forgeurs d'opinion qui ferment volontairement les yeux sur ces glissements tranquilles pour continuer à servir de courroie de transmission de la propagande élaborée par les films de relations publiques. Il y a aussi la violence symbolique, celle d'une idéologie qui progressivement transforme ses a priori en loi naturelle et qui l'impose à l'ensemble des sphères de l'activité humaine. L'économie de la dépossession. Les étudiants se lèvent. C'est l'essence de ce qui constitue une démocratie qui parle. Ici comme ailleurs, la culture de l'impunité ne doit être tolérée sous aucun prétexte. Il est temps que ça cesse. Les principales associations étudiantes ont annoncé une semaine chaude, ponctuée de plusieurs actions à Montréal et ailleurs en province. Devant ce qui semble être le plus grand soulèvement populaire pratiquement de l'histoire du Québec. Pour nous, les conditions sont réunies pour en effet parler d'un printemps québécois. Plus tôt, geste d'éclat à l'Université de Montréal. Un immense carré rouge a été déployé sur la tour du pavillon principal. L'intersection des rues Sherbrooke et Papineau a été peinte en rouge. 60 mètres dans les airs, le symbole de cette grève étudiante trompe. En avant-midi, les enseignants du cégep de Drummondville ont donné leur appui aux étudiants en grève depuis le 29 février. Dans le cadre d'ateliers, ils ont échangé avec eux sur plusieurs sujets d'actualité allant de la politique et l'éducation jusqu'au mouvement de résistance.
Après le discours d'un professeur de philosophie, quelques centaines de manifestants ont pris la direction de la rue. La violence n'est pas faite par les étudiants. La violence, c'est les conditions que vous mettez en place pour qu'elle émerge. Les jeunes ont notamment tenté d'intercepter le ministre des Finances, Raymond Bachand, à sa sortie de l'Hôtel de Ville de Montréal ce lundi matin. Cet après-midi, c'est à l'intérieur de la station de métro Jarry qu'il y a eu confrontation entre policiers et manifestants. Le SPVM a utilisé bâtons télescopiques et poivre de Cayenne pour déloger les étudiants. Environ 200 manifestants, des étudiants en grève, ont bloqué les entrées de l'édifice peu après 7 heures. Au bout d'un moment, la police a demandé aux jeunes de quitter en vain. À Rimouski ont décidé que la cible aujourd'hui, c'est Hydro-Québec. Ils ont bloqué l'accès à toutes les entrées de l'édifice régional de la Société d'État. Dire que ça a duré longtemps ici devant les bureaux de l'Auto-Québec, qui sont aussi en même temps les bureaux de la CREPUC, les recteurs des universités. Donc les étudiants ont vraiment décidé de faire un sit-in ici pendant plusieurs heures durant l'après-midi. Et vous allez voir sur les images que certains automobilistes étaient furieux de ne pas pouvoir circuler sur cette artère. Mais ça s'est bien terminé parce que, voyez-vous, cet automobiliste a fini par s'entendre avec ceux-ci et même qu'il s'est mis à manifester avec eux. À Québec, des étudiants se sont installés, eux, devant l'édifice qui abrite l'appartement de fonction du premier ministre Jean Charest. Il y a deux groupes de manifestants devant l'édifice Price. Un premier groupe qui est arrivé vers 6h15 ce matin, eux étaient massés sur le trottoir en face de l'édifice Price, manifestation très pacifique. Mais là, dans les dernières minutes, il y a un autre groupe, à peu près une quarantaine d'étudiants de la classe qui sont arrivés et qui bloquent en ce moment l'accès à l'édifice Price. Vous voyez peut-être tous ces étudiants en architecture, la même chose qu'hier. Hein? Les manifestations étudiantes se multiplient dans les quartiers centraux de Montréal. Ce mercredi, dans la journée, une nouvelle action de perturbation survenait toutes les heures. Au bureau du Parti libéral, à la tour de la Bourse, de façon anarchique dans les rues, dès 10 heures, environ 300 jeunes ont bloqué la rue Notre-Dame à l'angle du boulevard P9, perturbant du même coup les activités du port de Montréal. Intervention musclée des policiers. Ce sont les dirigeants du port de Montréal qui ont demandé aux policiers de déloger les manifestants. Le port, une cible de choix à caractère économique.
peu partout au Québec aujourd'hui. À Sherbrooke, le procès de Jean Charest a eu lieu. Il a été déclaré coupable de hausser les frais de scolarité. Raymond Bachand, beaucoup en parlé de 1068. Il parle de révolution culturelle, et il faut bien entendre ce que ça veut dire. C'est ça la révolution culturelle, c'est celui d'un monde forclos et unidimensionnel dans lequel nous éduquons la jeunesse non plus à vouloir mieux, ou un monde meilleur et plus juste, mais nous l'éduquons à se fermer la gueule et à se taire pour pouvoir rembourser les dettes qu'on lui a fait contracter pour lui arracher son avenir. Ils ont beau pourchasser le premier ministre jusqu'à son appartement de fonction. Ils ont beau chahuter en commission parlementaire la ministre de l'Éducation. 6 semaines d'indifférence. C'est assez. Écoutez-nous. Bon, s'il vous plaît, on va suspendre pour quelques instants, s'il vous plaît. Alors, j'invite les mariés à échanger leur carrière. Environ 200 étudiants venus perturber le palais de justice ce jeudi matin. Ils étaient là en appui à un autre groupe de 29 étudiants qui ont été arrêtés le 16 mars dernier à la suite de l'occupation du cégep du Vieux-Montréal. Certains d'entre eux sont allés à l'intérieur assister à l'audience, mais un autre groupe s'est joint à la toute fin. Mais il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu d'arrestation. Maintenant, le groupe est reparti en direction de l'Hôtel de Ville de Montréal et continue leur marche. Ils promettent d'autres manifestations qui auront lieu tout au long de la journée. Les gens veulent manifester, mais là, ça se passe bien. Et dans leur itinéraire, si on me permet de c'est fondamental de dire on va passer telle rue, on va tourner à droite là, puis que d'avoir la manifestation soit ordonnée de façon En agriculture, Bruno trouve tellement que le gouvernement est entêté que regardez ce qu'ils ont livré ce matin au ministère de l'Agriculture, une tête de cochon. Des centaines d'étudiants ont manifesté aujourd'hui encore. Ils ont accueilli le premier ministre Jean Charest à Gaspé, où il faisait la promotion de son plan Nord. Ils ont aussi fait le piquet devant sa résidence à Westmount pour lui remettre une lettre. Ça va comme suit. Monsieur Charest, nous sommes passés ici, ce beau jour ensoleillé, alors que vous et vos ministres à Québec étiez occupés à mal gérer l'État. Depuis le début de votre mandat, vous n'avez de cesse de mettre le Québec à genoux devant les chiens du néolibéralisme. Mais nous vaincrons! À Québec, des professeurs et des étudiants se sont aussi réunis pour un pique-nique symbolique devant l'Assemblée nationale. Enfin, une marche a aussi eu lieu à Saguenay, tout comme à Sherbrooke. Les différents syndicats de personnel universitaire ont réitéré leur appui aux étudiants. Tous demandent à la ministre de l'Éducation de mettre de l'eau dans son vin. C'est une première. Un juge de la Cour supérieure a ordonné la reprise des cours au cégep d'Alma, et cela dès lundi. C'est une étudiante, en fait, opposée à la grève qui a demandé cette injonction. L'heure est aux célébrations. Elle est bien consciente que le jugement pourrait faire jurisprudence au Québec. On est conscient qu'on vient de créer un précédent
que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait au Canada, au Québec, pardon. En fait, je ne suis pas sûre que ça s'est déjà fait au Canada non plus. L'injonction provisoire émise vendredi par la Cour du Québec oblige les étudiants à lever leur piquet de grève et à laisser les gens entrer et sortir de l'établissement dès lundi. Mettez pas ça judiciaire, ce débat-là, c'est pas nécessaire. Et ça n'avance rien le débat. On a fait 4 jours encore, les étudiants avaient voté. Bref, je pense que ça risque d'envenimer le climat chez nous. Et on va rester à Alma qui n'a certainement pas vu autant de manifestants défiler dans ces rues. Selon certains, ils étaient environ 7000 à marcher cet après-midi en appui aux travailleurs en local de la multinationale Rio Tinto. Merci beaucoup, Rio Tinto. Thank you, Rio Tinto. Vous venez de réveiller un géant. Nous sommes regroupés ici pour dire au gouvernement que cette hausse des frais de scolarité de 75% est non seulement nécessaire, elle est insuffisante. Plus en avant! Ceux qui sont plus en arrière, plus en arrière! C'est pour les communistes! La justice, c'est pour les communistes! Sur la musique de Yann Perrault, la coalition Estrie contre la hausse s'exécute pour mieux se faire entendre. Je pense que le discours de M. Charest, c'est de la rhétorique politique, c'est tout à fait normal qu'il dise qu'il ne plaira pas, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, c'est un peu comme s'il était silencieux, comme s'il était sourd au discours des étudiants, et à mon avis, c'est la pire des violences qui soit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. On vient de m'annoncer une hausse des frais liés à la scolarité de votre peuple endetté. Monsieur le Président, je ne peux pas me taire devant une telle affaire, cela me semble évident. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je vais manifester. Depuis que je suis née, on m'a appris une chose, c'est que sur toutes les choses, il faut être enseigné. Mais si vous entendez que notre éducation est bien de consommation, je refuse de payer. Selon mon humble avis, il est inconcevable d'enrichir ses amis et non tous ses semblables. Demain de bon matin, je bloquerai les portes à toute votre cohorte de fonctionnaires malins. Je scanderai des slogans à travers la province, de Québec à Sainte-Florence, et je dirai aux gens, allez manifester, non pas avec des pierres, ceci n'est pas une guerre, en paix manifester. S'il faut donner de l'argent, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils
nommée, vous parlez d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on m'attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se
souffrent et se mettent en grève. C'est elles qu'on emprisonne, qu'on trahit et qu'on abandonne, qui nous donnent envie de vivre, qui donnent envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En raison des problèmes techniques, ça va pas se passer exactement comme je pensais. Mais, alors j'aimerais bien quand même qu'on réserve une partie du temps pour les questions. Vous en avez peut-être. En fait, vous avez des créateurs devant vous. C'est peut-être une chance extraordinaire de pouvoir leur poser des questions ou leur demander comment ils ont procédé. Mais peut-être commencer par leur laisser 2-3 minutes chacun pour une présentation, parce que vous en pensez. Oui. Peut-être y aller dans l'ordre pour présenter les vidéos, Michael. Oui. Ben, vous avez vu qu'est-ce que c'était, ce que j'ai fait. C'est une réflexion sur la culture de l'impunité. Une réflexion qui se base sur un parcours personnel, un parcours de vie qui m'a amené, durant mes études, à aller au Cambodge, à faire des recherches sur les génocides cambodgiens. Ensuite de ça, d'être témoin avec ma caméra, de participer à une conférence, ensuite d'être témoin de trucs qui se passent dans la rue. Puis, et puis d'en faire le récit comme si, dans le fond, on ouvrait la boîte de Pandore de mes impressions personnelles et puis de dire, voilà, c'est simplement ça que je pense, c'est ça que j'ai ressenti. Et puis, dans le fond, c'est un peu l'histoire de ce que j'ai ressenti. C'est sûr qu'on peut faire une critique de dire, tu parles d'un génocide, tu compares ça au mouvement étudiant et à la répression policière. Oui, effectivement, parce que souvent, on pense les mouvements sociaux, on pense la société en grands ensembles. Moi, j'ai une approche beaucoup plus anthropologique, et puis tout ce que je peux faire, c'est de témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai aperçu comme expérience personnelle. Je peux dire oui. J'ai parlé des gens qui ont survécu un génocide, puis quelques années plus tard, j'ai rencontré des étudiants qui ont vécu une répression. J'ai vu des jeunes femmes dans les ruelles se faire matraquer pour absolument rien, puis l'esprit humain est comme ça, il assemble ces choses-là, puis il crée des impressions, puis il crée une façon très personnelle de lire le monde. Alors c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec mon film. Ensuite, c'est simplement de mettre ça en ligne et puis de donner ces impressions aux gens finalement, de partager ça à la communauté pour qu'on en discute si on veut. C'est un peu ça la démarche personnelle. Avec le recul, je dirais que j'ai peut-être... c'est sûr que c'est comme je dis, c'est un film qui est fait dans l'urgence, j'ai peut-être un discours, peut-être avec le recul, un an plus tard, peut-être un petit peu plus nuancé sur le rôle des médias, parce qu'après ça, dans le film que je raconte, bon, je parle de culture d'impunité, et puis je parle beaucoup des médias. Plus ça va, plus j'ai comme un désintéressement finalement, parce que on se rend compte après un an plus tard, puis là, on a lu Richard Martineau ce matin, ceux qui l'ont lu, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Puis, je suis comme dans une phase où je me désintéresse de plus en plus à ce qui se dit dans l'univers médiatique pour me dire, dans le fond,
il serait peut-être plus intéressant de développer de nouvelles formes de raconter le réel, plutôt que d'essayer de toujours corriger, puis de toujours essayer de rabouter cet univers médiatique-là qu'on critique, qu'on dit toujours « Ah, les médias sont ci, les médias sont ça, c'est la faute aux médias », puis bon, les gens de droite disent que les Radio-Canada est trop à gauche, les gens de gauche disent que Radio-Canada est trop à droite, puis j'ai comme une fatigue par rapport à ce genre de discours-là, puis je crois que on est tous maintenant capables, avec nos caméras, avec nos ordinateurs, de produire un discours, puis peut-être que plus ça va, plus que je trouve que ce serait intéressant d'essayer peut-être de défricher des nouveaux terrains dans l'espace médiatique, et puis d'apporter peut-être d'autres regards, d'autres façons de dire aussi, parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans les 3 films, c'est qu'on raconte une histoire, mais on ne la raconte pas de façon journalistique. Et puis, je trouve que cette démarche-là, puis il y a plein d'autres gens qui l'ont fait aussi, je trouve qu'elle est aussi valide que de raconter un événement avec une démarche journalistique, qui en soi est très bien, mais qui ne rend pas compte là, de toute la complexité du réel. En voyant ces images-là, c'est un peu le genre de réflexion qui me revient. Merci, Mickaël. Ben, tu parlais de penser le réel autrement que par la voie des médias. Dans 7 jours de grève, il y a quand même une critique médiatique, mais il y a aussi une façon de reformuler le discours médiatique. Tu veux en parler un petit peu? Oui, bien, 7 jours de grève, c'est une aventure qui avait commencé le mercredi 28 mars. On est au milieu de cette semaine-là. Déjà, c'était clair qu'on était dans une mobilisation historique, autant par son hyperactivité que sa diversité, sa créativité, très riche. Puis bon, on s'est dit qu'il fallait absolument documenter ça, l'immortaliser, de faire une vidéo là-dessus. L'idée de faire une sorte de pastiche de présentation à la LCN, Fox News, RTI, c'était pas encore là au début. Oui, on s'est dit, l'idée initiale c'était de sortir la vidéo une semaine plus tard pour fouetter les troupes, parce que vous savez, dans le contexte, on est juste après la manif du 22 mars, avec au moins 200 000 personnes dans les rues. La question du jour, comme tout le long du conflit, c'était est-ce que le mouvement va s'essouffler? Ce qui était apparemment une question légitime après le lendemain de la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. Déjà, là, bon, il y avait plein de manifs qui s'annonçaient, il y avait plein de manifactions qui étaient annoncées, c'est-à-dire le point de rassemblement à une heure X, et on ne sait pas ce qui va arriver, c'était très excitant. Puis on est rendu au milieu de la semaine, c'est clair qu'il se passe quelque chose d'absolument historique qui mérite d'être documenté. Donc on entreprend ça. L'idée, c'est de fouetter les troupes, justement, pour pas que le mouvement s'essouffle. La vidéo finit par sortir 5 mois plus tard. Son rôle, son objectif, dans le fond, a changé entre le mouvement de sa conception puis le moment de sa diffusion. Il est passé d'une tentative de faire un outil de motivation des troupes à une documentation, une œuvre de mémoire, d'archiver tout ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Tu parlais d'offrir une approche différente que celle journalistique. J'ai beaucoup appris en montant cette vidéo-là pendant 5 mois. C'était 5 mois assez interminables. Bon, c'était pas parce que ça partit par manque de temps, parce qu'entre une manif de soir, une manif de jour, une manif du 22, une manif petite escapade familiale à Victoriaville, on n'avait pas eu le temps de faire le montage qu'on souhaitait. Aussi pour mille et une raisons techniques qui ont fait le calvaire au bout du montage, mais je ne rentrais pas trop là-dedans. Mais l'idée, c'était en 15 minutes, de présenter de façon bang, 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 sans arrêt, toutes ces actions-là. Puis en faisant ça, j'avais les mêmes contraintes que un reportage de TVA, par exemple, qui vont présenter des petits soundbites de 30 secondes, qui doivent résumer, couper, puis ultimement diluer vraiment ce qui est arrivé. Donc j'ai beaucoup appris comment faire les choses et surtout
Pourquoi ne pas faire les choses en faisant 7 jours de grève? Ça serait à faire aujourd'hui, ce serait très différent, mais je ne regrette rien. Je pense que c'est très important que cette documentation de cette partie de l'histoire-là soit là. Puis je pense pas que j'aurais pu monter des rives sans avoir passé par là pendant 5 mois. Voilà, je pense que c'est pas mal. Oui? Tu parles d'archiver la mémoire. Je vais revenir sur le film de Dario. Je vais vous lire rapidement un extrait d'un texte que Bertrand Laverture avait écrit pour présenter ce film-là. Alors, ça va comme suit. Portrait grandiose d'événements historiques. Cette vidéo dépeint l'exacte sensation ressentie au plexus par tous les manifestants et les militants étudiants durant ces mois d'impasse, de brutalité policière et de manipulation politique. Chacun d'entre nous a un souvenir impérissable de cette solidarité plus belle que l'espoir, plus ferme que tout programme électoral. Ce qui nous donne parfois envie de pleurer, ce qui nous donne envie de vivre sans baisser la tête, ce qui nous a fait crier notre désarroi et embrasser la cause. Tout y est, tout est là, tout s'enlace. Le réalisateur ayant pris soin de transformer sa caméra en une main valsante qui, tendrement, patiemment, glisse, plonge et recueille avec la sûreté d'un père cet enfant de tous, cette merveilleuse naissance visionnaire, notre bel enfant québécois du printemps érable. C'est un joli texte. Mario, je te donne la parole. Peut-être simplement dire que ces mots-là justifient l'effort qu'a pu demander la documentation de ces événements-là, puis la réalisation du film, parce que à la base, le désir, l'objectif premier était vraiment de présenter le mouvement tel qu'il a été vécu de l'intérieur. Ensuite de ça, l'objectif du document en tant que tel, dans le temps, c'était à la fin au milieu de l'été. Puis, Éric parlait de fouetter les troupes, mais c'était le moment choisi pour diffuser le film. Il était définitivement pour espérer contribuer au maintien et à la relance du mouvement, parce qu'on sentait évidemment pendant l'été que ça ralentissait, ou en tout cas que ça se transformait. Puis tout le monde était un peu anxieux, ou en tout cas tout le monde se demandait comment ça allait se transformer, comment ça allait reprendre à l'automne. Puis donc c'est ça, l'objectif était de rafraîchir les mémoires, parce qu'on oublie tellement vite. Puis donc c'était de rappeler à tous ceux et celles qui avaient participé à ce mouvement-là ce que c'était de l'intérieur, puis de reconnecter avec l'espoir qui nous animait pour poursuivre sur cette lancée-là. Puis avec le recul aujourd'hui, je le regarde, j'espère les objectifs dans le temps avec le document se transforment un peu, c'est ça. Bon, évidemment, si ça peut en inspirer dans le futur à continuer puis à faire des actions comme celle-là, c'est génial. Puis aussi, avec le temps, ben, il y a la mémoire, c'est ça évidemment, que j'espère rafraîchir avec le plus justement possible pour ceux qui l'ont vécu. Puis aussi, j'espère que ceux et celles qui voudront montrer à des gens, à leurs enfants, ou qui voudront montrer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, je serais extrêmement fier de savoir que certaines personnes ont pu utiliser ce document-là pour ça. Voilà. Une douzaine de minutes pour les questions. Alternance, comme on fait toujours, filles, garçons, si possible. La priorité aux étudiants et aux étudiantes, les profs après. Donc, 2 micros. Stéphane et René en ont un.
manifestez-vous. Si vous voulez prendre la parole, levez-vous, présentez-vous, peut-être donnez votre nom, puis posez la question soit aux 3 panélistes ou à un en particulier, comme vous voulez. Est-ce qu'on a des questions? Des commentaires? Juste un à la fois. Ça serait vraiment intéressant que... Je ne sais pas si c'est possible de faire ça, mais en fait, je pense que vous l'avez fait, vous avez conservé vos différents vidéos sur un support autre que l'ordinateur sur lequel il a été monté. Mais ça serait intéressant si vous les gardiez à titre de documents d'archives et qu'un jour, ces documents puissent être consultés dans les archives nationales du Québec. Je disais ça de même. D'ici là, ils sont consultables sur YouTube gratuitement. C'est une bonne idée. Les archives nationales du Québec fassent un backup pour moi dans mon stock. Ça m'enlève plein de petits poids, puis puis en attendant, je suis en train en fait, de monter un site où j'essaie de présenter le plus de matériel possible des différentes manifestations par ordre chronologique qu'on a vu la relance. C'est le printemps québécois.com, puis c'est ça. Là-dessus, il y a mes photos, puis il y a mes vidéos diffusées vraiment par les manifestations. Les vidéos des manifestations individuelles sont assez intégrales, donc toutes les séquences qu'on a vues dans le film se retrouvent dans les galeries pour chaque manifestation. En attendant l'appel des archives du Québec. Bonjour, mon nom est Alice Lefebvre. En fait, c'est une question, peut-être que ça va se répondre très facilement. Là. Je sais qu'il y a plusieurs groupes que je connais. Il y a Moïse Chabot qui fait beaucoup d'archivage. Il y a le groupe GAPA. Je me demandais, MADOC, si c'est simplement votre nom, si c'est un regroupement, si c'est un acronyme pour quelque chose, si ça veut dire plus que juste votre nom, ou voilà, si vous travaillez avec d'autres groupes ou juste pour vous-même ainsi que les autres réalisateurs. C'est pas un regroupement, en fait, c'est tout simplement une espèce de nom que j'ai choisi comme entité extérieure à moi-même, en même temps que ça me permettait d'éliminer un peu de confusion due à mon nom qui est déjà pris par c'est ça. J'ai encore de la difficulté à expliquer avec plus de précision ce choix-là, mais ça me donne une certaine liberté de création. Le fait de parler, de m'exprimer à travers cette entité. Puis aussi, ça permet aussi de collaborer avec d'autres personnes. Pour cette vidéo-là, il y a plusieurs autres personnes, notamment des musiciens qui ont collaboré. Donc, ça permet une signature aussi qui est peut-être plus facile à reconnaître. Voilà. Puis dans le temps, c'est ça. L'entité est créée, qui sait comment elle va se développer dans le temps, mais pour l'instant, il n'y a pas de regroupement. Pour l'instant, c'est 99% bien dit, peut-être. La question est aussi dans ce sens-là, je pense, un groupe. Tout 99% d'Exia, c'est un regroupement, c'est un collectif. La particularité peut-être, c'est qu'à la fois on produit des productions ensemble, alors on se met toute une équipe puis on fait quelque chose ensemble, puis à la fois on a chacun une démarche personnelle, une façon de faire qu'on signe aussi. À ce moment-là, que Président devient comme une espèce de diffuseur finalement de nos contenus personnels. Mais à travers ça, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le printemps érable, c'est qu'on était tous des gens un peu qui photographiaient, qui filmaient, qui étaient un peu partout, qui se connaissaient pas. De plus en plus, là, on s'échange, on se réseaute, on s'échange des images, on se parle, on s'échange des idées. Salut, Froche-Leyeuf, Timon. C'est une question pour M. Fortin. Par rapport au lien que vous avez fait pour vous études avec l'Université de Convention, j'aimerais faire ressortir une phrase que vous avez dit durant le film, qui est la mémoire rassemble les choses qui se ressemblent. Je trouve vraiment intéressant en lien avec peu l'influence que vous avez pu avoir durant votre documentation.
crois pas ce regard-là vraiment influencé la manière dont vous en avez parlé un peu, mais j'aimerais vraiment que vous en parlez plus sur ce sujet, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un documentaire vraiment axé sur cette expérience-là. Ben, en fait, on parle beaucoup de la mémoire, mais il faut peut-être faut la définir aussi. Hein. Quand je dis que la mémoire rassemble les choses qui se ressemblent, c'est que pour moi, la mémoire, c'est pas la mémoire et le souvenir, c'est deux choses différentes. Le souvenir, c'est quelque chose qui est une empreinte dans le passé qui est présent en nous, mais la mémoire, c'est une dynamique. La mémoire, c'est quelque chose qui fonctionne dans le présent, et non pas dans le passé. C'est un processus. Alors, dans ce processus-là, ça prend des souvenirs, ça les assemble, puis ça les met ensemble. Alors, c'est pour ça que quand je dis que la mémoire rassemble les choses qui vont ensemble, c'est dans cette idée-là que la mémoire est quelque chose qui agit toujours dans le présent, dans notre quotidien, et puis qui est pas comment dire, soudé dans le béton. Le travail de la mémoire, ça évolue, ça change. Et au fur et à mesure de nos expériences, ben, ça fait en sorte que des fois, les souvenirs ou des choses qu'on a vécues dans le passé, ben, vont prendre une forme, une couleur différente suite à ce travail-là de la mémoire. D'ailleurs, souvent on parle de l'expression le travail de la mémoire, mais c'est ça, cette dynamique-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai l'impression qu'il y a un cours qui commence dans quelques minutes. Si vous devez sortir, faites-le. Je vous proposerais peut-être pour les autres qu'on reste encore 5 minutes. Avec ceux qui n'ont pas de cours. C'est ça. Est-ce que tu vas avoir d'autres questions? Premièrement, merci juste comme d'exister, de nous permettre d'avoir accès comme les citoyens d'avoir accès à ces images-là, c'est vraiment comme un privilège qu'on a, parce que bon, on sait que les médias qu'on a au Québec, c'est pas la meilleure représentation de ce qui se passe réellement dans la rue. Puis aussi, j'avais une question, est-ce que vous avez des projets futurs avec 99 médias ou MADOC, avec comme la loi P6 qui en ce moment, ça serait peut-être intéressant de la documenter, cette aussi? Ben, à ce moment, il y a plusieurs projets documentaires sur la table. On cherche aussi du temps pour respirer, ce qui est très rare. Mais il y a plusieurs documentaires en cours sur, entre autres, les médias, sur la gratuité scolaire, sur une école alternative à Chambly, qui est menacée de fermeture, l'école de la Roselière. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On cherche du temps. Oui. Ben, c'est parce que c'est vrai que c'est très engageant aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très demandant, qui demande beaucoup de temps. Il faut filmer, il faut monter, il faut débugger nos ordinateurs, il faut chercher nos payer les billes aussi, c'est tout fait de façon bénévole. Donc, ça sent bien, ça c'est le slogan du groupe, ça sent bien. Comme des lignes s'en venaient jusqu'à la dernière minute. Sur P6, ben, on a diffusé des informations des lieux qui se font en ce moment là-dessus. Mais je ne crois pas qu'on a quelque chose qui se prépare concrètement sur P6. Bien, on devrait, mais il y en a d'autres qui prennent le relais là-dessus. Ben, c'est-à-dire qu'on quand même, on a aussi des gens qui sont sur, je dirais, sur la ligne de front, qui continuent à filmer dans les manifestations quand il y en a une. Mais on a toutes nos sensibilités par rapport à ça. C'est-à-dire que le problème avec le P6, c'est qu'on se fait arrêter. Hein. C'est pas des farces. Moi, j'ai failli me faire. Je raconte un peu mon histoire dans un vlog. J'ai failli me faire arrêter simplement parce que pourquoi je suis là, je documente, je filme, et puis est-ce que je manifeste, est-ce que je manifeste pas, je ne sais plus. Mais la chose, c'est que bon, je me ramasse avec un ticket de 600$. C'est un pensez-y bien aussi, puis c'est quelque chose qui pour moi est inacceptable de dire juste le fait d'être présent, puis parce que je filme, je risque de me faire arrêter, de me faire mettre des trailers, puis c'est complètement absurde, tu sais. Fait que P6, c'est quelque chose qui est très important à continuer à documenter, mais tu vois, comme là, j'ai décidé de le faire par l'écrit, justement, et non pas juste par l'image, parce que puis il y a le 22 avril qui s'en vient à l'Hôtel de Ville, ça c'est sûr que on va être là, on va documenter, puis on va essayer aussi
de dire, mais aussi on laisse, c'est parce qu'il y a d'autres gens aussi qui parlent, puis qui filment, puis on leur laisse la place aussi. Parce que parfois, ce que d'autres disent, le font mieux que nous, fait que c'est intéressant aussi de leur laisser la place. Quand même, dans le groupe, comme toutes les dernières souricières, on avait notre cyborg national, Simon, qui diffuse présentement en direct, qui est tout le temps là, sur le terrain, d'ailleurs, qui mérite une main d'applaudissement. Qui est tout le temps là, qui diffuse en direct les manifs, les manifs ou souricières ou non-manifs. D'autres cyborg national, Peter, qui est tout le temps justement sur la ligne de front, qui est responsable de beaucoup d'images de dérive, qui est tout le temps là, donc que ce soit dans les manifs ou dans les souricières. Donc tout ce qu'on fait au niveau de P6 en ce moment, dans le fond, je prenais la question, c'est qu'on diffuse les informations sur tout ce qui se passe autour de ça. Il y a notre Simon qui diffuse en direct, puis Peter qui accumule les tickets, les belles images, et diffuse ça aussi. Et les projets pour Matic, peut-être? De mon côté, c'est sûr, il y a ce que je peux faire et ce que je voudrais faire. Pour être réaliste, je vais terminer de monter le site avec présenter toutes les archives accumulées. Ensuite, j'essaie de documenter, d'être présent dans le plus d'événements possible, puis de continuer à ce qui a été commencé. C'est sûr que c'est difficile, parce que cette année-là, c'est une soixantaine de manifestations. C'est grosso modo une soixantaine de journées étalées sur un an où je ne pensais qu'à ça, et puis où toutes mes énergies étaient passait au détriment des villes et de Canada. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ça qui s'est accumulé pendant cette année-là. Donc, si je n'avais pas à me préoccuper de cet aspect-là, c'est sûr que je ferais ça à temps plein. Je ne demanderais que ça. Sauf que dans la réalité, je vais faire mon possible avec les conditions, dans les conditions qui seront les miennes dans le futur. Mais j'essaie au moins de documenter. Le 22, je vais être là, c'est sûr. Ça va être quelque chose d'assez important. Puis, sinon, je suis graphiste aussi dans la vie, fait que ce qui est peut-être plus accessible avec l'emploi du temps, tout ça, je fais des petits trucs, des éléments graphiques là, qui servent à faire la promotion de manifestations, de la campagne anti-P6, des trucs comme ça. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un slam qui s'en vient tout à fait? Ma question, en fait, c'est de savoir comment vous avez vécu ça, mais on est un peu en train d'en parler, comment vous avez vécu ça d'être toujours comme dans les manifs, d'être toujours là, de filmer, de voir. Comment c'était d'être toujours sur la ligne de front, comme pris la police, les manifs, c'est quoi? C'était magnifique et horrible. C'est quelque chose que je ne veux plus jamais revivre et que j'en rêverais demain matin si je pouvais. Mon Dieu, qu'à dire, c'était historique, sans précédent, historique avec un grand autant qu'un petit H. Puis je pense que dès le départ, dès que le mouvement, dès que la grève a commencé, je pense que c'était assez évident. Donc, plus ça avançait, mais quand même très rapidement, c'était clair que c'était quelque chose d'historique qui se passait. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a ressenti le besoin de communiquer, d'embarquer là-dedans avec les moyens qu'on avait sur les armes pour pouvoir amener sur le front, c'était des caméras, puis nos programmes de montage, puis participer à cette lutte-là de la façon qu'on pouvait, c'est-à-dire communiquer l'histoire, que ce soit ce qui est arrivé un soir ou une semaine ou à travers tout le printemps, communiquer l'horreur de voir tel ou tel blessé, les moments enivrants d'être entouré de 10 000 personnes, une effervescence, une sorte d'énergie quasi sexuelle dans la rue avec qui solde par la rage de se faire picher des grenades parce que
Parce que peut-être quelque part, au même moment, il y a une pauvre vitrine qui était fracassée, ou non, peu importe les raisons réelles ou fausses, on s'était mis à se faire attaquer. Donc ça aussi qui était très à communiquer. Je souhaitais plein de bonnes choses à dire. Ben, j'ai pas mal la même veine. Ben, peut-être qu'il y a aussi, on l'a vécu de cette façon-là, mais on l'a vécu aussi, je dirais, c'était très formateur. On a appris à filmer, on a appris à faire son foyer rapidement entre deux lancers de bombes assourdissantes. Et il y a cette réalité-là aussi qui est très fascinante, qui pour moi, je fais un lien avec ce que les documentaristes de l'ONF vivaient dans les années 60. Il y avait une espèce de mini-révolution technologique à l'époque avec les caméras qui étaient plus petites et tout ça. Puis je pense qu'on est dans une époque charnière aussi où on est dans la débrouillardise, on arrange nos caméras, on se patente des éclairages, on essaie de patenter quelque chose pour le micro, puis on s'échange des trucs, puis tout ça. Puis il y a cet aspect-là des choses aussi qui est très très formateur, puis qu'on parle pas beaucoup, mais qui est une façon aussi, à travers les images des autres aussi, de dire ah, il a filmé ça comme ça, puis là, peut-être la prochaine fois, je vais filmer ça comme ça. Puis il y a l'aspect aussi en rapport avec le médium en tant que tel qui est très, très intéressant. De mon côté, j'avais écrit comment je me sentais. Je tiens vraiment à dire que je me sentais pas comme un journaliste ou un documentariste. Je me sentais avant tout comme un manifestant à part entière. J'avais un rôle précis. Il y en a qui organisaient la manifestation, il y en a d'autres qui créaient les banderoles. Ben, mon rôle, c'était de prendre des photos et de filmer. Puis, c'est comme ça que je résume à ça. C'est sûr que ça a changé au fil du temps. Les premières manifestations, c'est sûr que j'étais très... ça m'affectait émotionnellement, ce dont j'étais témoin, j'étais beaucoup ému de ce que je voyais. Puis, donc je documentais un peu en étant dans cet état d'esprit-là, mais avec le temps, c'est sûr que plus j'avais été témoin de choses, plus j'étais, je pense, en mesure de faire ce travail-là professionnellement, en tout cas de le faire plus efficacement. Puis c'est sûr que ça a été une bonne école. J'ai beaucoup appris puis, les techniques pour essayer de filmer ce qui a été filmé sans être plaqué dans les policiers. Ça s'apprend juste sur le terrain. Puis, voilà, c'est ça. Je pense que ça s'est beaucoup transformé. L'essentiel à retenir, c'est que je me sens pas du tout comme un journaliste. Merci. Vous avez rencontré aujourd'hui, donc on est sur leur site web ou leur Facebook, 97 Média. ORG. Oui, ORG, Madoc, pourquoi, Québec. Merci.